Aujourd'hui, dans Eureka, on va pénétrer au cœur de la matière. On va d'abord comprendre de quoi est constituée cette mystérieuse matière. Au milieu de ce vide infiniment petit, on va découvrir les forces qui agissent pour tenir tout ce petit monde ensemble. Et on va finir par comprendre qu'est-ce qui se passe quand un solide devient liquide puis gazeux. C'est la première partie de cette vidéo sur la matière. Dans la seconde partie, on comprendra pourquoi la matière a une couleur, comment elle peut conduire l'électricité et plein d'autres fabuleuses caractéristiques. Allez, c'est parti! Salut Shorty! Y a quoi au cœur de ce gros caillou? Allez, plongeons ensemble au cœur de l'infiniment petit. Bienvenue au pays des atomes. Tout petits et éloignés les uns des autres. Ils ne se touchent pas. Si un atome faisait la taille de Shorty, le suivant serait au moins à 5 mètres de lui, voire beaucoup plus dans certains cas. Allez, on continue à plonger, et cette fois-ci, au cœur de l'atome. On va finir par y trouver un noyau autour duquel tourne un électron. Et là encore, si le noyau faisait la taille de Shorty, ces électrons seraient à 10 km de lui. Et c'est pas fini. Il y a quoi au cœur de ce noyau? Allez, on continue la descente. On va trouver des protons et des neutrons, constitués eux-mêmes de 3 quarks chacun. Le tout entouré d'une mer de particules éphémères. Si ces 3 quarks faisaient la taille de Shorty, les électrons seraient à 50 000 km. Autant dire que la matière, c'est un peu un immense vide intersidéral. 50 000 km, c'est plus que la distance des satellites qui orbitent autour de la Terre. Dans certains cas, on peut se dire que le prochain noyau d'atome se trouve au niveau de la Lune. Oh, il y a quelqu'un dans l'atome à côté? Oh, et... Mais si toutes ces particules sont si éloignées les unes des autres dans ce vide immense, comment tout ça, ça peut être tenu ensemble? Si tu as vu ma vidéo sur les 4 forces de l'univers, tu sais que ces 3 quarks sont maintenus ensemble grâce à la force d'interaction forte. Cette force immensément forte garde les quarks confinés très proches les uns des autres. Si on dézoome, on retrouve la force d'attraction électromagnétique qui attire les électrons de charge négative vers le noyau de charge positive. Encore un cran au-dessus, c'est toujours la force électromagnétique qui maintient les atomes accrochés les uns aux autres par l'intermédiaire de leurs électrons respectifs. Mais si je regarde maintenant ce caillou posé sur la table, qu'est-ce qui empêche les atomes du caillou de tomber au travers des atomes de la table? Le caillou devrait glisser au travers de la table alors. Eh bien, si on zoome à l'interface caillou-table, les électrons de chaque atome se repoussent les uns les autres, car ils sont tous de charge négative. Donc, la force électromagnétique cherche à les éloigner les uns des autres. Et ces forces empêchent donc le caillou de tomber. On appelle ça la force de réaction. Une autre chose étrange dans cette matière, c'est que si je mets d'un côté de la balance le caillou, et de l'autre toutes les particules qui le constituent, j'observe que toutes ces particules ne représentent que à peine 1% de la masse totale du caillou. 99% de la masse du caillou vient de l'énergie de toutes ces forces de liaison qui agissent au sein de ce caillou. Et d'après la fameuse formule d'Einstein, cette énergie équivaut à de la masse. Regardons maintenant une matière bien connue, l'eau. On peut la trouver sous forme liquide, solide ou gazeuse. Mais qu'est-ce qui différencie ces 3 états au niveau microscopique? Pour l'état solide, les atomes sont assez serrés les uns contre les autres, grâce aux forces de liaison électromagnétiques. Ils sont aussi bien organisés, régulièrement placés, à chacun sa place. La structure est rigide et ne change pas de forme. Pour le liquide, il a lui aussi ses atomes assez serrés les uns contre les autres. Par contre, les atomes ne sont pas régulièrement agencés, ils sont plutôt désorganisés. Le liquide va lui prendre la forme du bocal où il est versé en prenant le plus de place possible. Enfin, le gaz a des atomes très distants les uns des autres, placés de façon désorganisée et qui prennent tout l'espace qui est disponible autour d'eux.
Les atomes d'un solide oscillent autour de leur position. Dans un liquide, les atomes glissent les uns contre les autres dans un mouvement fluide. Pour un gaz, les atomes se déplacent très vite, dans tous les sens et se choquent souvent. Un solide est incompressible, tout comme un liquide. Par contre, le gaz se comprime assez facilement. Shorty, tu fais quoi? Pourquoi tu chauffes ce glaçon? Allez, ok, on retourne au cœur de ce morceau de glace. On sait maintenant qu'on va y trouver des atomes. Ah, ça y est, on les voit. Et ils sont bien organisés comme souvent dans un solide. On voit aussi les liaisons en rouge qui relient les atomes. Plus on chauffe, plus ils s'agitent et plus ils prennent de la place. On appelle ça la dilatation. Au bout d'un moment, ça s'agite tellement que les liaisons rigides se cassent et ça devient un peu comme des liaisons en forme de spaghettis mous. Le solide vient de se transformer en liquide. Dézoomons un peu pour voir ça d'un peu plus près. Comme tout à l'heure, plus on chauffe, plus les atomes s'agitent et plus ils prennent de place. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans un thermomètre lorsque le liquide rouge est chauffé par le soleil. Le liquide prend alors plus de place et il monte dans le tube. Fin de l'intermède et retournons à notre liquide qui chauffe de plus en plus. Ça finit par tellement s'agiter qu'à leur tour, les liaisons spaghettis se cassent et les atomes peuvent partir dans tous les sens. Le liquide s'est ici transformé en gaz. Les atomes se choquent régulièrement. Dézoomons encore pour voir ça de nouveau de plus haut. Encore une fois, plus on chauffe, plus ça s'agite, plus ça prend de place. Voici quelques exemples de la dilatation du gaz. Ce ballon rouge contient juste un peu d'air et est dégonflé. Si on le laisse un peu au soleil, il va se regonfler car l'air prisonnier va prendre de plus en plus de place. Pareil pour la montgolfière de Shorty, l'air chauffé à l'intérieur va se dilater et sortir un peu du ballon. Et comme il y aura moins d'air dans le ballon qu'à l'extérieur, la montgolfière va s'élever. Quand ton linge sèche, l'eau liquide qui se trouve dans les tissus va se transformer en gaz grâce au vent et au soleil qui va agiter les atomes et tout va sécher. Jusqu'ici, on a parlé d'atomes, mais il faut préciser qu'il y a plein d'atomes différents. Un atome, c'est toujours un noyau et des électrons autour. Mais le noyau peut avoir peu ou beaucoup de protons et neutrons. Et idem pour les électrons autour. Alors là, on voit un atome, mais comme on l'a vu, en réalité, l'électron est très loin du noyau. Mais pour faciliter le dessin, on va les dessiner à côté. Dans notre noyau, on trouve des protons et des neutrons qui sont eux-mêmes constitués de 3 quarks. Ça, on l'a déjà vu. Dans un atome, on a autant d'électrons que de protons. Et c'est le nombre de protons qui détermine le nom de l'atome. Un proton, ça donne de l'hydrogène, 2 de l'hélium, 6 du carbone, 26 du fer, 47 de l'argent, 79 de l'or. Si tu as vu ma vidéo du Big Bang à la matière, tu sais que la très grande majorité de ces éléments a été fabriquée au cœur de notre Soleil. On va voir maintenant comment se répartissent ces électrons autour du noyau. Les électrons se regroupent en couches. Pour simplifier, on ne parlera pas ici des sous-couches. On a 2 électrons sur la première couche, 8 sur la seconde, 18 sur la troisième. Un atome est stable lorsqu'il a ses couches qui sont pleines. S'il en manque, l'atome fera tout pour essayer de les compléter, soit en empruntant un électron à d'autres atomes, soit en se délaissant de quelques électrons. Dans ce cas, l'atome deviendra globalement positif, car il aura perdu un ou des électrons. S'il ne fait pas trop chaud, il n'y aura pas trop d'agitation. Les atomes peuvent alors s'assembler en structure. Ils vont mettre en commun des électrons entre eux afin de compléter leur dernière couche électronique. Et c'est cette mise en commun qui permettra de tenir les atomes les uns à côté des autres dans cette structure plus ou moins organisée. On appelle cette liaison une liaison covalente. Les atomes peuvent aussi choisir de se lier d'une autre façon. Ils se libèrent d'un électron qui devient un électron libre, libre de se déplacer. L'atome devient alors positif. C'est sa charge positive qui l'attire vers les électrons des atomes voisins et permet de maintenir liée la structure. C'est ce qu'on appelle une liaison métallique. Mais un atome peut aussi s'accrocher avec
un atome différent pour former ce qu'on appelle une molécule. Pour que ce soit plus visible, affectons des couleurs aux atomes. Blanc pour l'hydrogène, noir pour le carbone, bleu pour l'azote, rouge pour l'oxygène. L'eau, par exemple, est une molécule constituée de 2 hydrogènes accrochés à un atome d'oxygène. Ils mettent en commun un électron pour se lier ensemble. On a aussi le CO2, la grande molécule de glucose, et aussi de gigantesques molécules comme les protéines, constituées de 1000 à 50 000 atomes. Elles finissent par se recroqueviller, ce qui leur donne des formes si particulières et si utiles pour leur fonction. Et comment font ensuite ces molécules pour se lier entre elles pour former de grandes structures ? Regardons ça de plus près avec le cas de l'eau, H2O. Quand l'oxygène et les 2 hydrogènes se lient en mettant en commun un électron, l'un des 2 atomes est souvent plus fort que l'autre pour attirer l'électron vers lui. On appelle cette tendance l'électronégativité. Dans notre cas, l'oxygène va attirer plus près de lui l'électron. La molécule H2O sera donc plutôt négative vers l'oxygène et par conséquent un peu positive vers les hydrogènes. C'est cette légère positivité ou négativité qui sera la zone d'assemblage des molécules entre elles. Ici, le H d'une molécule va se coller au O de l'autre molécule, un positif avec un négatif. On appelle cela les liaisons de Van der Waals ou des liaisons hydrogènes. Ce sont ces forces de liaison qui vont servir de ciment pour construire de formidables Legos de molécules, toutes plus complexes et ingénieuses les unes que les autres. C'est dans cet atelier de bricolage que vont naître les premières structures vivantes. Allez, on va maintenant résumer tout ce qu'on a vu. Les quarks, sortes de grains de matière primordiaux, se regroupent par 3 pour donner naissance soit à des protons de charge positive, soit à des neutrons sans charge. Quand les protons et les neutrons s'assemblent, ils forment des noyaux, autour desquels tournent des électrons de charge négatif. Le tout s'appelle un atome. Mais quand on regarde la taille et les distances qui séparent ces grains de matière, on se rend compte qu'il y a surtout un immense vide. Pour tenir tout ce petit monde les uns à côté des autres, ou pour parfois les faire se repousser, il y a 2 forces essentielles. La force d'interaction forte qui colle les éléments du noyau ensemble, et la force électromagnétique qui parfois attire, parfois repousse ces éléments. Ce sont aussi ces forces qui permettent aux atomes de s'organiser en structures très régulières, grâce entre autres à la mise en commun d'électrons. On retrouve surtout ce genre de structure dans les solides. La matière étant surtout un grand vide, si un caillou ne passe pas au travers d'une table, ce n'est pas grâce aux atomes qui seraient en contact les uns avec les autres. Ce sont juste les électrons du caillou qui se repoussent mutuellement avec les électrons de la table. Tous ces grains de matière représentent à peine 1% de la masse de la matière. L'essentiel de la masse vient de l'énergie des forces qui relient la matière. On sait, grâce à E égale mc2, que l'énergie équivaut à de la masse. Ce qui détermine si la matière est solide, liquide ou gazeuse, c'est le degré d'agitation de ces atomes. Plus ils sont agités, plus la matière devient liquide puis gazeuse. Quand on passe de l'un à l'autre, les liaisons entre les atomes deviennent plus ou moins rigides, fluides ou quasi inexistantes. Enfin, les atomes qui constituent la matière peuvent être très différents selon qu'ils ont un gros noyau avec beaucoup de protons et de neutrons ou non. Des atomes différents peuvent aussi décider de s'assembler pour former des molécules toutes plus différentes les unes que les autres, et c'est le début du vivant. Alors merci d'avoir écouté, et si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce, à partager et aussi de t'abonner à la chaîne.